pour que personne ne soit privé ou frustré, est-ce que les journalistes pourraient se mettre plutôt par là? Merci. Voilà, comme ça tout le monde est content, ils peuvent faire leur travail et nous on peut se voir et se parler. Cette terre, disais-je, qui a tant donné à la France, l'un des plus grands hommes de son histoire et des plus grands conquérants de l'histoire du monde, mais aussi tant de soldats, tant de héros, tant de découvreurs. La Corse, ce sont aussi ces familles qui, en 14-18, ont vu tomber dans des proportions effroyables leurs enfants dans la boue des tranchées. Nous célébrons le centenaire de ce sacrifice. La Corse, ce sont ces combattants du maquis qui, alliant leurs forces à l'armée de libération de l'opération Vésuve, participèrent en 1943 à la libération du premier département de la France métropolitaine. Cette histoire de larmes et de sang, mais aussi de gloire et de joie, c'est notre histoire. Une histoire commune, celle d'une nation, une nation de cœur et d'âme, une nation de souvenirs et de sacrifices, d'espoir et de projets, une nation de sentiments et de solidarité. Parce que je respecte infiniment la Corse, parce que je respecte infiniment les Corses, je voudrais vous tenir un langage de respect, de vérité et d'amour. Je suis française, intimement française, et parce que je suis française, je suis venue vous dire de ne pas avoir peur d'être corse. L'idée de la nation que je défends est semblable au châtaignier de vos maquis, qui n'est fort que de ses racines, de ce qui constitue ses attachements fondamentaux. Le sentiment d'appartenance ne se commande pas. Notre patriotisme, c'est-à-dire l'amour que nous portons à notre patrie, est semblable à celui que nous portons à notre mère. Et pour nous tous Français, selon l'expression déférente du général de Gaulle à l'égard de notre chère patrie, Notre-Dame, la France. C'est aussi ce qui fait que nos espoirs sont les vôtres et que vos souffrances sont les nôtres. Et c'est pourquoi, élus, je vous annonce qu'il n'y aura plus de match de football nulle part en France le 5 mai, afin que la nation entière se souvienne et communie ensemble au souvenir de l'épouvantable drame de Furiani. Je serai la présidente qui garantira ces attachements fondamentaux, qui reconnaîtra cette qualité éminente de l'homme, qui le porte au respect des liens de voisinage et de famille, au respect de nos anciens, de nos coutumes, de nos traditions, de nos sanctuaires et de toutes les sagesses héritées de notre mémoire collective. Je serai la garante de ces liens indéfectibles qui unissent tous les Français entre eux et qui fait de notre pays une famille de familles, un corps vivant au sein desquels 65 millions de cœurs battent ensemble, une communauté d'histoire et une communauté de destin, une communauté de souvenirs et une communauté de projets. Se sentir corse et français, c'est accepter des parentés, des voisinages, des affections qui se parlent, s'harmonisent, se nourrissent mutuellement. Je rétablirai ce lien qui unit nos terroirs, nos cultures à notre patrie, la France. Cette patrie qui est du nord au sud et de l'est à l'ouest et qui nous fait regarder tous ensemble dans la même direction. La richesse de la France, c'est d'avoir su, depuis 1000 ans, réunir dans une alchimie intime cette extraordinaire harmonie entre le particulier et le commun. Un mariage subtil entre les cultures et ce qui forge, de Brest à Strasbourg, de Dunkerque à Bonifacio, de Saint-Denis, de la Réunion à Pointe-à-Pitre, notre magnifique identité nationale. La France, c'est une extraordinaire civilisation, dont chacune des composantes, dont chacune des cultures régionales est un apport supplémentaire, un élément constitutif, une richesse. Vous êtes corse et vous êtes français, et soyez les deux en même temps. Et j'irai plus loin. Soyez fiers d'être corse, soyez fiers d'être français. Vous avez toutes les raisons de l'être.
Tant vous avez montré dans l'histoire, sur tous les continents, tels que vous êtes, ce que, comme Français, vous étiez capable d'apporter au monde et à votre pays, la France. Dans un pays où l'on enseigne depuis tant d'années qu'il faudrait que nous ayons honte de ce que nous sommes, je vous propose de rompre avec les logiques de repentance qui conduisent au doute et à la division. Notre France sera une France qui transmet et se transmet. Notre école sera l'école qui fera acquérir à nos chers enfants, outre les savoirs élémentaires, la connaissance du roman national, qui fera vivre dans le cœur de tous les citoyens la juste et légitime fierté pour notre nation. Présidente de la République, je serai la garante de la défense de nos patrimoines historiques et culturels, si divers et si riches, de l'âme du peuple, et ici encore, je serai notamment soucieuse de votre belle langue corse. On ne peut pas aller à l'encontre de l'âme des peuples. C'est un principe qui doit conduire la réflexion, les décisions, l'action d'un président de la République pour son peuple, mais aussi dans sa politique étrangère à l'égard des autres peuples. Comment imaginer que certains Français puissent aujourd'hui, ici ou ailleurs, souhaiter distendre ce lien d'amour et de solidarité qui nous a conduits dans cette grande aventure, souvent tumultueuse, qui s'appelle l'histoire, cette belle aventure qui nous a conduits comme des frères sur les sentiers de la vie, de la victoire et souvent de la gloire. Cette histoire que nos familles ont partagée. Cette histoire qui a étonné le monde, et vous le savez mieux que quiconque à Ajaccio, qui nous a portés par de mythiques conquêtes vers l'immortalité. Personne n'oublie que la Corse a donné 2 empereurs à la France. Le premier repose au cœur de notre capitale, dans le mausolée et sous le dôme d'or des Invalides, mais parce que la politique est faite aussi de symboles, parce que je veux rouvrir volontiers les pages heureuses et glorieuses que nous avons écrites ensemble, je souhaite obtenir le rapatriement des cendres de Napoléon III, qui par les hasards de l'histoire repose encore aujourd'hui en Grande-Bretagne, lui qui disait « La Corse n'est pas pour moi un département comme un autre, c'est ma famille », disait-il. Il serait juste qu'il soit rendu à sa famille, à cette terre féconde de courage et de nobles sentiments qui fut le berceau de son illustrissime famille, qu'il puisse reposer ici, à Ajaccio, ville à laquelle il a tant apporté. Alors, ensemble, nous pourrons se lever de la Corse à Paris, de votre place d'Austerlitz aux Invalides, au-dessus de la mer et des terres, un arc de gloire nationale. Sur cette terre qui a vu tant de déchirements, une page de cette malheureuse histoire commence à se tourner. Je m'en réjouis. J'espère, en tout cas, avoir l'occasion de m'en réjouir. Les organisations qui avaient fait le choix de la violence durant 4 décennies ont déposé les armes et la parole qu'elles avaient donnée a été tenue. L'État doit en tenir compte, au risque d'apparaître enfermé dans une volonté de vengeance. Je l'affirme ici, pour aider à ce que les plaies se referment, il faut envisager le rapprochement des détenus qui le sont sur le continent dans des établissements corses. Je sais très bien que cet éloignement est ressenti comme une peine complémentaire qui frappe non seulement les condamnés mais leurs familles. Je ne veux plus que la séparation avec les familles continue d'être une source de tristesse, ajoutée à la tristesse de la condamnation et des drames anciens. Je ne veux plus non plus qu'elle entraîne des situations financières impossibles pour les familles qui vivent ici et doivent multiplier les frais pour visiter leurs proches. Le moment est venu de faire ce geste. Je crois que ceci contribuera à un apaisement qui est attendu. Si vous le permettez, aux enjeux mondiaux de cette élection. Ici, plus qu'ailleurs, vous avez conscience que l'un des grands défis de notre siècle est celui de l'identité. L'identité des peuples. C'est bon? C'était pas mal. L'identité des peuples est attaquée de toutes parts. Ça faisait un peu... La mondialisation que certains de mes adversaires vous présentent comme heureuse est une machine à laver. Une machine à laver et à délaver les identités.
L'idéologie libre-échangiste qui la fonde en est l'essoreuse. Et dans cette opération de décapage, d'effilochage, c'est l'Union européenne qui fournit la soude. Certains, ici ou ailleurs, qui se présentent d'ailleurs parfois comme les défenseurs de l'identité, vous expliquent que l'Union européenne vous protège les identités et les cultures. Bien moi je vous dis qu'ils vous trompent. Les commissaires anonymes de Bruxelles voient ces identités comme une survivance d'un autre âge, comme quelque chose de dépassé, et surtout comme un frein à la logique marchande qu'ils souhaitent promouvoir partout en Europe et dans le monde. Si nous ne réagissons pas, nos sociétés seront entraînées dans le grand magma de la fusion des cultures, vers le grand néant planétaire, vers le nivellement des hommes pour faire émerger un homme nouveau, celui qu'ils attendent, aseptisé, domestiqué, formaté aux logiques marchandes. L'Union européenne ne défend pas les langues enracinées, contrairement aux apparences, mais les langues minoritaires, c'est-à-dire ici la langue arabe et non le corse, et partout chez nous l'anglais plutôt que le français. L'Union européenne ne défend pas nos entreprises, mais les livre à la concurrence déloyale et crée les conditions d'une délocalisation générale dans les pays à bas coût, de toutes nos productions économiques. Vous devez en être conscient, ici où un travailleur sur 5 est sans emploi. L'Union européenne ne défend pas vos emplois, mais organise et favorise les grandes migrations mondiales d'une main-d'œuvre à bas coût, parce que c'est ça la raison fondamentale de leur acceptation de ces flux gigantesques de migrants. C'est elle qui organise la concurrence la plus sauvage et déloyale qui soit, notamment avec la mise en œuvre de la directive des travailleurs détachés, l'encouragement à la submersion migratoire, l'absence de tout contrôle aux frontières de l'Europe et l'interdiction de tout patriotisme économique. Alors ne soyez dupes de rien, s'il vous plaît. L'Union européenne ne vous distribue pas son argent, mais le vôtre. Et encore après avoir capté au passage 9 milliards sur les 23 que vous lui versez. Je dis aux agriculteurs et à tous ceux qui bénéficient de ces subventions dites européennes, si nous gérions ces fonds directement, c'est-à-dire entre nous, nous pourrions même les augmenter d'un tiers de leur montant. La solidarité nationale n'a pas besoin d'intermédiaires, pardon, surtout quand ces intermédiaires distraient un tiers des sommes qui leur sont confiées. Mais revenons à l'identité. Dans le grand combat pour les identités des peuples, la France est en première ligne. Elle est en première ligne parce que nous sommes directement concernés, directement victimes d'une offensive contre notre identité nationale. Je crois que chacun en a conscience. Confrontés aux deux totalitarismes que sont le mondialisme et l'islamisme, confrontés à la dictature du tout économique d'un côté, du tout religieux de l'autre, confrontés à la marchandisation du monde et à l'islamisation de nos sociétés, nous sommes face à un choix de civilisation. C'est pourquoi je vous exhorte, mes chers compatriotes, au rassemblement de toutes nos forces pour gagner le combat essentiel de l'identité. La France est en pointe dans ce combat pour les identités. D'abord parce que c'est son rôle historique. Sa vocation première est la défense des identités de tous les peuples du monde. En 2012, je suis venu ici à Ajaccio et ai voulu m'adresser à ceux qui ont pensé que la France pouvait être leur ennemi et qui s'étaient lancés dans un combat dont j'ai dit qu'il était fait de déchirement et malheureusement de deuil. Je sais, vous le savez, qu'ils mettent en cause ce qu'ils appellent l'État. Et même parfois avec un esprit de révolte, voire même de sédition, que je regrette profondément, l'État français. Alors qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur 2 observations pour partir d'une juste analyse. La première, c'est que les responsables de la situation, ce n'est pas l'État. L'État n'est que le bras armé d'un pouvoir politique, d'une classe politique qui le dirige et le dirige mal, d'une classe politique qui le prive de ses moyens et parfois d'ailleurs le confisque. C'est pourquoi, je vous le dis, je crois qu'il est injuste d'incriminer les agents qui servent l'État avec souvent abnégation et courage et auxquels je veux rendre hommage. Je crois qu'il est plus juste de pointer du doigt les logiques administratives aveugles que chacun ne peut que déplorer, les décisions politiques souvent si absurdes, si inappropriées, qu'elles ont pu susciter du désarroi, de l'incompréhension, du ressentiment et parfois même de la révolte. Je le regrette infiniment parce que je crois aux vertus de l'État lorsqu'il est correctement dirigé. Je crois aux vertus de l'État qui n'est pas là pour brimer
mais pour encourager les initiatives, qui n'est pas là pour servir les puissants et finir d'asseoir leur pouvoir, mais pour assurer à tous les conditions d'égalité et d'épanouissement de tous, et singulièrement des plus faibles. Comme en 2012, je voudrais vous redire combien je comprends que les errements du gouvernement qui se sont succédés aient pu susciter de la méfiance et même de la défiance. Ces errements, on les connaît, la négation des légitimes attaches, l'absence d'écoute de la population, la soumission à des logiques financières ou claniques, la tolérance à l'égard de la corruption et du clientélisme, l'indifférence devant l'absence de perspective pour nos jeunes, l'impuissance devant le développement du chômage de masse. Tout cela a nourri un sentiment de frustration, un sentiment de dépossession, un sentiment d'abandon et même un sentiment de trahison. Je le comprends d'autant plus que nous ressentons tous la même chose. Ce que vous constatez ici, ce que vous déplorez, c'est également ce que constatent et déplorent de très nombreux Français du continent, mais aussi d'outre-mer. On dit parfois que la Corse est le miroir de la France. Menace sur nos valeurs et nos identités, sentiment de dépossession, atteinte à nos libertés, sentiment de mépris, impression de ne pas être écouté, inquiétude face à une gestion qui conduit à l'abîme, interdiction d'être nous-mêmes en fait, et d'en être fiers. Je le répète, nous ressentons tous la même chose. C'est contre tout cela justement que nous nous battons. C'est tout le sens même de ma candidature à cette élection présidentielle, la candidature du peuple contre les oligarchies, la candidature du local contre le global, la candidature de l'ordre contre le tourbillon de la déréglementation généralisée et du laxisme. Le problème de la Corse n'est pas un problème corse, c'est d'abord et surtout un problème français. Le problème de la Corse, ce n'est pas l'État, mais un État qui ne fonctionne plus correctement, qui n'a plus toujours les moyens et pas toujours les directives. Le problème de la Corse n'est pas le trop d'État, mais ses carences, ses lâchetés, et même, oui, c'est arrivé dans le passé, ses dérives. La gestion des affaires publiques, notamment, exige du chef de l'État deux qualités cumulatives. Le sens de l'État, c'est-à-dire la capacité d'utiliser dans les meilleures conditions les moyens de l'État pour servir au mieux l'intérêt général, avec la plus grande éthique et la plus grande neutralité possible. Et en second lieu, ce qui est moins connu, mais qu'il est nécessaire de rappeler, c'est le sens de la nation. Le président ne doit pas perdre de vue que l'État est au service de la nation, que son action doit en être en toute occasion de concourir à fortifier la nation française et à entretenir le sentiment national qui lie les Français entre eux. Or, vous le voyez, à mesure que la campagne avance, les logiques puissantes qui portent les principales candidatures se révèlent. J'ai face à moi deux adversaires principaux qui sont mus par la même logique. Cette logique, c'est celle qui est à l'œuvre depuis en réalité des décennies, et c'est celle qui nous a menés là où nous sommes. C'est la logique implacable et cruelle du système, celle qui broie le peuple. C'est la logique qui confère à des intérêts puissants une suprématie totale sur la vie de la France. C'est la logique d'une domination sans partage des banques, des multinationales et des lobbies sur le cours de notre histoire. Cette logique du système s'appuie sur une Union européenne devenue totalitaire, là encore j'ose le dire, qui a presque totalement dépossédé la France de sa souveraineté et ne laisse plus aux dirigeants du pays que des miettes de pouvoir, mais ils ont l'air de s'en contenter. Une Union européenne, regardez-la au jour le jour, qui contraint, qui menace, qui vitupère et qui n'avance plus qu'au chantage. Car l'Union européenne, l'instrument puissant au service du système, est une forme quasi aboutie de privatisation du pouvoir. Et ce sont des commissaires européens que personne ne connaît. Commissaires infiniment soumis à ces banques, à ces multinationales, à ces lobbies, souvent américains, il faut le dire, qui contrôlent désormais nos vies. Ils font nos lois, ils décident de notre politique économique, ils contrôlent notre monnaie, ils décident de notre politique migratoire et vous expliquent qu'il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, M. Juncker nous a dit qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. Comment est-ce qu'on peut être plus clair que cela? Je l'ai dit et je le redis ici, les hommes du système dans cette élection ne pourront rien changer à la vie de nos compatriotes, précisément parce qu'ils sont là pour permettre au système de se survivre et qu'ils ne remettent aucunement en cause l'essentiel de ses principes.
Regardez M. Fillon. Des promesses 1000 fois réitérées, 1000 fois, du vent. Elles ne servent en réalité qu'à gagner les élections. Une fois au pouvoir, rien de ce qui avait été promis n'est appliqué. Nous en avons eu la démonstration puisqu'il a été Premier ministre pendant 5 ans. 5 ans quand même, ça laisse du temps quand on est sincère, quand on est volontaire. Comment vouloir choisir son immigration? Vous pouvez me dire, moi? Parce qu'il a dit ça, il faut choisir l'immigration. Mais comment on fait quand notre politique migratoire est impossible? Quand nous sommes soumis au traité de Schengen, qui laisse tout le monde, citoyens d'autres pays de l'espace Schengen, étrangers légaux, étrangers clandestins, circuler parfaitement librement dans tous les pays qui composent l'Union européenne. Mais c'est impossible. Comment vouloir assurer la sécurité des Français quand les armes de guerre aussi circulent librement dans ce même espace Schengen, quand les terroristes islamistes traversent toutes les frontières sans être inquiétés, parfois 1, 2, 3, 4 frontières, sans que personne ne les ait vus, personne ne les ait contrôlés, nulle part. Ils nous avaient promis de baisser l'immigration et l'insécurité. Super. L'une et l'autre ont explosé, mais explosé, hein. Jusque dans les plus reculés de nos villages. Il a même, dans les domaines où la France pourrait encore avoir un peu de souveraineté, je pense à nos forces de l'ordre et à notre défense nationale, totalement affaibli notre puissance. Suppression de 12 500 postes de policiers et gendarmes, suppression de 54 000 militaires, quand même. En réduisant notre système aussi de renseignement à la portion complètement congrue. Donc en fait, il a détruit notre appareil sécuritaire. Alors, il n'a pas été recordman que de cela, parce qu'il est aussi recordman absolu de la dette et du chômage, 600 milliards d'euros de dette en plus, et il donne des leçons en plus, des leçons d'économie. Et 1,2 million de chômeurs sur le quinquennat. Et ses promesses de réduction des déficits, d'augmentation du pouvoir d'achat ou encore de plein emploi, toutes celles-là ont également été trahies. Ces mêmes promesses refaites pour la énième fois, aujourd'hui d'ailleurs, le seront aussi. En face, on a M. Macron. Alors, en réalité, M. Macron, il cache la réalité terrifiante de son projet derrière un écran de fumée, de flou, des propos vides, creux. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les Français se rendent compte que son projet est totalement destructeur. Il ne veut pas que l'on voie qu'il prévoit une augmentation de 1,7 point de la CSG, qu'il prévoit la hausse de 7 points de la taxation de l'assurance vie quand même. 7 points. Qu'on ne voit pas la baisse de l'ISF pour les gros détenteurs d'actions. Qu'on ne voit pas qu'il veut une Europe encore plus fédérale, c'est-à-dire encore moins de pouvoir pour vous et encore plus de pouvoir pour les commissaires européens. Alors vous voyez, ces formules creuses qu'il enchaîne comme des perles, les banalités qui se succèdent dans ces discours destinés à plaire à tout le monde, sont en fait une tactique de communication visant à détourner l'attention du projet de captation des richesses fondamentales par ces Françaises, bien sûr, par ses puissants amis. Comment d'ailleurs avoir la moindre confiance dans ce bébé Hollande? C'est un bébé Hollande, Conseiller à l'Élysée, quand même, puis l'un des principaux ministres de ce président désastreux, d'un quinquennat désastreux. Tous ces responsables politiques ne posent pas les questions fondamentales, celles qui expliquent que notre économie, année après année, s'enlise, celles qui expliquent que nous n'arrivions pas à sortir du chômage de masse, de la pauvreté grandissante, des comptes publics qui se dégradent et du pouvoir d'achat qui s'effondre. Ils ne posent pas, aucun d'ailleurs, la question essentielle de notre capacité à agir. Je ne les ai jamais entendus dire que l'Union européenne nous enferme dans un modèle absurde où nous souffrons d'une monnaie qui n'est pas adaptée à la France, d'un protectionnisme impossible parce qu'il est interdit par les traités, d'un patriotisme économique tout aussi illusoire pour les mêmes raisons. Donc leur politique économique en réalité n'est que la continuité de celle que l'Union européenne impose à la France depuis des années et des années. Ceux qui pensent que ça va changer avec eux, croyez-moi, ils vont à nouveau avoir une belle déception. C'est cette austérité absurde, celle qui plombe la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat et qui fait cruellement monter les inégalités, en même temps d'ailleurs que la dette. C'est intenable. C'est intenable. Et leur politique économique, c'est le remède de cheval qui a été appliqué à la Grèce.
Regardez le résultat en Grèce. Ils étaient à 100% de dette du PIB, ils sont à 180%. Ça marche vraiment très bien, objectivement. Ça, l'austérité, c'est efficace. Mais à la limite, ça, ce ne sont que des chiffres. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le chômage des jeunes s'établit en Grèce à 46,5%. Et les salariés, pour nombre d'entre eux, sont payés avec des bons d'achat. Des bons d'achat, comme pendant la guerre. C'est ça, comme les tickets de rationnement pendant la guerre. Voilà le résultat de l'Union européenne. Alors je le dis très tranquillement, parce que je ne cache rien aux Français, j'irai le lendemain de mon élection dire à Bruxelles que tout cela est fini. J'irai négocier avec la détermination que vous me connaissez pour retrouver nos libertés fondamentales. Et je demanderai ensuite au peuple français, consulté par référendum, sur la base de ces négociations, ce qu'il compte faire. Si les négociations ont été un succès, je proposerai aux Français de rester dans une Union européenne totalement réformée. Si elles ont été insuffisantes, je leur proposerai d'en sortir pour créer une autre forme de coopération entre nations libres qui pourront commercer loyalement sans mettre en danger nos intérêts vitaux. Mais en tout cas, je peux vous le dire, je ne ferai rien contre la vie du peuple français. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Alors, vous le voyez bien, vous avez tous bien compris, cette élection est le choix fondamental, en fait, entre deux visions de la France et du monde. Soit nous continuons avec le système mondialiste et immigrationniste, et pour cela, vous pouvez prendre qui vous voulez, aucun problème. Ils sont interchangeables sur le sujet. Soit nous rompons avec le système et nous choisissons la voie de la souveraineté et de la protection de nos intérêts. Je vous parlais de l'État et du rôle du chef de l'État. Bien oui, mes amis, nous avons besoin d'un État stratège, d'un État qui impulse autant qu'il protège. Et l'actualité nous l'a encore rappelé avec les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, qui viennent d'être bradés aux Italiens. C'est tout un savoir-faire qui risque de partir à l'étranger. Nos emplois qui se trouvent menacés parce que le gouvernement n'a rien fait. Mais pas plus qu'il n'a fait d'ailleurs pour éviter le départ à l'étranger de Justin Bridoux, de Brand, d'Alcatel, d'Alstom, de Technip. Tous ont été vendus. Tous ont été bradés, et une grande partie de cela, précisément par M. Macron, contrairement à ce qu'il a osé dire lors du débat. Il a menti aux Français, car c'est lui qui est en grande partie responsable de cela. Et pourquoi on a fait ça? Mais parce qu'on est encore une fois enchaîné par les règles absurdes de la Commission européenne. Personne n'est libre de prendre la bonne décision. Ah oui, si j'avais été au pouvoir, j'aurais nationalisé les chantiers sans aucune hésitation. Aucune. Pour protéger notre industrie, pour protéger nos intérêts stratégiques, pour protéger nos emplois. Alors oui, c'est l'Union européenne qui est responsable de cette situation. Et la couardise, bien sûr, de ceux qui se mettent depuis des décennies à plat ventre devant ces exigences. C'est l'Union européenne qui laisse les grandes multinationales mondiales rôder autour de nos fleurons technologiques. Ces multinationales qui se ruent sur nos pépites, dépossèdent la France de son savoir-faire et laissent l'activité s'éteindre à petit feu. C'est l'Union européenne qui organise la concurrence déloyale. Ces gens là-bas, ces technocrates bruxellois qui surréglementent ce qui doit respirer et qui déréglementent au contraire ce qui doit être protégé. Vous en savez quelque chose ici en Corse? Vous vous souvenez de la SNCM et de ces ferries privatisés par la droite et condamnés par la Commission européenne? Elle a finalement été réduite à déposer le bilan, jetant au passage des centaines de familles dans l'inconnu et fragilisant la liaison entre l'île et le continent. Mais ne vous y trompez pas, c'est au sein de l'Union européenne qu'il y a la concurrence la plus féroce, la plus rude. Au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, les salaires des ouvriers roumains ou bulgares sont plus faibles que ceux des ouvriers chinois. Elle est là la réalité. Voilà pourquoi ceux qui prônent un protectionnisme européen comme les Fillon et les Macron vous mentent. C'est au cœur de l'Union européenne
que la concurrence et les guerres économiques font rage. C'est pourquoi le Royaume-Uni a fait ce choix historique de reprendre sa liberté, de reprendre la maîtrise de son destin, de se protéger. Parce que ce choix souverain, il permet d'oxygéner son économie, de redonner du souffle à ses entreprises, qui elles aussi étaient fragilisées par des décennies de politiques européennes aussi incohérentes que désastreuses. Ce choix va lui permettre de décider des bonnes normes pour ces entreprises et non de se voir imposer des directives absurdes de Bruxelles. Et les effets d'ailleurs se font déjà sentir. Est-ce que vous savez que le chômage en Grande-Bretagne est au plus bas depuis 40 ans? Depuis 40 ans. Et ce, depuis le Brexit. Voilà pourquoi je souhaite que la France retrouve son indépendance et emprunte le chemin de plus en plus large d'ailleurs des nations libres et souveraines. Voilà pourquoi je veux que nous arrachions ces chaînes qui entravent le génie national, pour que les Français décident de leur destin et que ce destin soit beau, qu'il soit grand pour la France et pour qu'il soit radieux et généreux pour les Français. Libres, nous pourrons enfin mettre en œuvre le patriotisme économique. C'est d'une simplicité absolue, tellement simple et tellement de bon sens que Bruxelles n'en veut pas. Moi, je le mettrai en œuvre, ce patriotisme économique, parce qu'il est bon pour notre industrie, il est bon pour notre économie, parce qu'il est la vitamine pour nos TPE et nos PME, nos artisans, nos indépendants, pour peu qu'on les ait libérés du cauchemar du RSI. Enfin bon, c'est pour eux, ceux qui créent de l'emploi, qui dynamisent notre pays, que l'État utilisera ces leviers d'action et nous leur réserverons à nos TPE et nos PME une part de la commande publique. Parce que je veux que l'on dope le Made in Corse, le Made in Bretagne, le Made in Champagne, le Made in Picardie, le Made in Languedoc-Roussillon. En un mot, que l'on dope le Made in France. Oui, je leur donnerai également la priorité en fusionnant tous les dispositifs d'allègement de charges qui bénéficient actuellement quasiment exclusivement aux grands groupes et en redirigeant ces allègements de charges vers elles, ces petites et ces très petites entreprises qui sont les murs porteurs de notre économie, en facilitant leur vie administrative par un guichet unique, tout ce que l'Union européenne nous empêche de faire, nous le ferons, libres et indépendants. Nous ferons aussi du protectionnisme intelligent pour nous protéger des désastres économiques, pour nous protéger de la concurrence déloyale. Parce que le protectionnisme intelligent, ils n'aiment pas beaucoup ça non plus à Bruxelles. Et pourtant, c'est une question de bon sens. Quand vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles que votre voisin, c'est injuste et vous vous protégez. C'est ce comportement naturel qu'ils ont tous oublié et que pratique pourtant l'immense majorité des pays du monde. Alors nous allons mettre en place ce protectionnisme intelligent pour que les drames comme la fermeture de l'usine Whirlpool d'Amiens ne se reproduisent plus. Le seul moyen d'éviter ces délocalisations, c'est d'imposer 35% de taxes à Whirlpool lorsque, installé en Pologne, il cherchera à réimporter ses produits en France. C'est le seul moyen pour nous protéger. Et on fait le pari, On fait le pari ensemble. Mais je peux vous assurer qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de fermer à nouveau une usine en France et de jeter des centaines de personnes au chômage, simplement parce qu'ils n'auront plus d'intérêt financier à le faire. C'est aussi simple que cela. Vous voyez, le protectionnisme intelligent, ça marche. C'est pour ça que plusieurs pays européens le pratiquent, avec une croissance insolente, bien supérieure à celle de la zone euro. Prenons par exemple l'exemple de la Suisse, qui pratique des tarifs douaniers qui sont importants, et pourtant la Suisse, elle continue de commercer avec le monde. Et pourtant la Suisse, elle n'est pas seule et isolée, ni renfermée sur elle-même, pas plus que ne l'est par exemple la Norvège. La Suisse se protège pour son bien, et pourtant, et notamment pour le bien de son agriculture, je vous signale, les droits de douane sur les produits agricoles sont en moyenne en Suisse de 55%, en Norvège de 41%. Est-ce que vous savez à combien sont nos droits de douane pour protéger nos produits agricoles? 5%. C'est tout. Donc l'agriculture, ils l'ont bradée et ils l'ont jetée en pâture. Ils ont affaibli nos agriculteurs. Ils les ont forcés à plier boutique au profit des grosses exploitations, au détriment de la qualité, du bien-être animal, de l'environnement et de votre santé. Ici en Corse, combien d'exploitations agricoles ont fermé?
Combien de jeunes se sont détournés de l'exploitation familiale faute de perspectives d'avenir? Combien d'exploitations se sont endettées jusqu'à l'asphyxie? Combien d'agriculteurs sont poussés à bout et commettent parfois l'irréparable? Pouvons-nous les protéger? Pouvons-nous les aider? Mais aujourd'hui, on nous l'interdit. On nous l'interdit. La Commission nous l'interdit. Elle fragilise nos appellations d'origine, qui sont pourtant le témoin vivant d'un savoir-faire de qualité et de tradition ancestrale. Je pense au Bruciu, je pense au Mele di Corsica, je pense à l'Oliu di Corsica. Je pense à tous ces vins exceptionnels d'Ajaccio, de Porto Vecchio, de Calvi ou encore de Figari qui garnissent les tables et égayent nos palais. Je pense à tous ces produits qui sont au cœur de notre patrimoine, de nos traditions et que la Commission veut supprimer. Alors moi, je soutiendrai les agriculteurs et notamment ceux de Corse. Je refuserai les traités de libre-échange, le TAFTA, le CETA, les traités avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. Tous ces traités que messieurs Fillon et Macron veulent mettre en œuvre. Je les refuserai parce qu'ils sont mortifères pour nos agriculteurs, parce qu'ils fragilisent la qualité, l'environnement, encore une fois, et notre santé. Je transformerai la politique agricole commune en politique agricole française. Le montant des aides sera le même pour nos agriculteurs, mais c'est nous qui déciderons des critères d'attribution, pour en finir avec les critères inégaux définis à Bruxelles par des technocrates dans le seul objectif de fragiliser les petites exploitations. Je mettrai à nouveau des critères pour aider les petites exploitations familiales qui intégreront la qualité, la protection de l'environnement, parce que les menaces sont nombreuses pour l'environnement en France, et notamment en Corse. Et là encore, nous devons renforcer nos protections. On a vu, là, depuis déjà quelques mois, le danger du Xylella, cette bactérie qui, si elle n'est pas arrêtée, s'attaquera à tout le patrimoine naturel de la Corse, à la vigne, aux oliviers, aux agrumes. Si elle se répandait, ce serait la ruine de la Corse, de son agriculture, de son économie. Et pourtant, personne n'est à la hauteur. L'Union européenne, qui veut mettre en quarantaine l'île, fait peser évidemment de graves menaces. Et la légèreté de l'État en la matière est tout autant condamnable. Lui, qui n'applique pas l'arrêté d'interdiction d'importation des plants sensibles à cette bactérie pour les particuliers, et qui semble incapable d'apporter une réponse sérieuse aux professionnels en matière de traçabilité afin de leur permettre quand même de continuer leur activité en toute sécurité. Mais on voit là toute la déliquescence des pouvoirs publics, empêtrés dans les règles européennes, incapables de prendre les mesures qui s'imposent. On ne sait s'il s'agit d'incompétence ou de désinvolture. Je me pose encore la question. Mais l'État doit aussi retrouver de la vigueur dans la protection du littoral. Comme partout en France, l'érosion des sols, l'activité humaine sont responsables de la montée du niveau de la mer et du recul du littoral. Est-ce que l'on va laisser défigurer l'île de Beauté? Non. Je refuse que le béton prenne le pas sur la nature, sur le maquis. Je veux que la Corse reste impétueusement sauvage. Mais pour cela, mes amis, et vous le savez très bien, il faut régler la question de la spéculation qui mine le littoral et qui fragilise la Corse tout entière. La spéculation a commencé sa course folle et n'a jamais été enrayée. Cette même spéculation qui vous pousse, vous les Corses, hors de chez vous, en défigurant les espaces naturels et en rendant les logements inaccessibles. Alors, l'appétit vorace des promoteurs immobiliers doit être enrayé. Et c'est à l'État, notamment via le Conservatoire du littoral, de jouer son rôle, de protéger ce qui doit être protégé, le littoral, l'environnement et le droit des Corses à vivre en Corse. Oui, je veux que vous viviez sur cette terre de Corse, mais je veux que vous y viviez bien. Et vous le savez, la précarité gagne du terrain dans l'île, année après année. Les défaillances de l'aménagement du territoire, notamment en matière de transport, rendent difficile l'insertion professionnelle des personnes qui vivent en zone rurale. La dégradation de la situation économique a nécessairement des conséquences sur votre pouvoir d'achat. Et la Corse est une des régions de France qui affiche le plus fort taux de pauvreté, alors que la vie y est déjà plus chère que sur le continent. C'est la double peine. Et là encore, vous le savez bien, ce sont les jeunes et les retraités qui sont les principales victimes de cette précarité. Ça ne peut plus durer.
Alors je m'engage à permettre à tous les Français de vivre décemment et dignement, en donnant un coup de pouce à ceux qui en ont besoin, même si de plus en plus de gens en ont besoin, au point que la solidarité familiale a du mal à se mettre en place, parce que des petits-enfants aux enfants, aux parents, aux grands-parents, tout le monde subit aujourd'hui l'effondrement de son niveau de vie et accessoirement de sa qualité de vie. Mais moi je m'engage à permettre à tous les Français de vivre dignement et décemment en donnant surtout un coup de pouce à ceux qui sont vraiment dans des très lourdes difficultés. C'est ça la solidarité nationale. Dès mon élection, je ferai baisser les tarifs réglementés de l'énergie de 5% et j'aiderai les Français à réaliser des travaux d'isolation parce que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. J'instaurerai, vous le savez, une prime de pouvoir d'achat d'environ 80 € par mois pour les salariés et les retraités qui touchent moins de 1 500 € par mois, que je ferai financer par une taxe sur les importations. D'ailleurs, cette taxe sur les importations, elle permettra de surcroît d'inciter à produire en France et ça créera donc de l'emploi sur le sol national. Les Français les plus modestes n'ont pas à payer les pots cassés d'un système ultralibéral dont le mondialisme est devenu la religion. Alors je vais valoriser le travail en défiscalisant totalement les heures supplémentaires pour récompenser ceux qui travaillent dur, souvent pour des revenus modestes. Mais je n'oublie pas nos compatriotes en situation de handicap et nos retraités qui perçoivent le minimum vieillesse. La situation actuelle les plonge de fait dans la précarité en leur octroyant des revenus de subsistance qui sont inférieurs au seuil de pauvreté. C'est quand même pas digne en France au XXIe siècle. Nous devons permettre aux Français en situation de handicap et aux retraités de vivre décemment. Et c'est pour cela que je porterai le minimum vieillesse et l'allocation aux adultes handicapés à 1 000 € par mois. Au passage, pour ceux qui sont concernés, je vous indique que les revenus du conjoint de la personne handicapée ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Ça me paraît là encore être la moindre des choses. Je rétablirai également la demi-part des veufs et des veuves qui a été supprimée par François Fillon. Comme quoi, comme dirait la chanson, on ne change pas, puisque déjà à l'époque, il s'attaquait aux plus faibles, aux plus modestes, aux plus fragiles. Et puis je voudrais qu'on pense aux jeunes qui commencent dans la vie, parce que c'est dur. Objectivement, c'est dur pour eux. Ils ont souvent du mal à se loger, car les loyers, notamment dans les grandes villes, sont trop chers. Alors je mettrai en place une protection logement jeune, qui consistera en une revalorisation de 25% des allocations logement pour les jeunes de moins de 27 ans. Et puis on va construire des nouveaux logements accessibles pour les étudiants, parce qu'ils se retrouvent parfois dans des conditions effrayantes, y compris même pour certains à dormir dans leur voiture. Il faut leur faciliter l'insertion professionnelle. Moi, je veux mettre en place un contrat zéro charge sur la première embauche des moins de 21 ans. Parce qu'ils doivent le décrocher, ce premier contrat. Et souvent, ils n'y arrivent pas. Et on leur dit « Ah oui, mais on a besoin que vous ayez une expérience. » Mais oui, mais si vous ne me permettez pas d'avoir le premier contrat, je n'aurai pas d'expérience. Eh bien voilà, avec cette suppression totale de charges sur la première embauche, cette première expérience, ils l'auront et on leur mettra le pied à l'étrier. De la même manière, mes chers amis, de la même manière, je veux que ce soit aux universités de trouver des stages aux étudiants pour qu'ils soient tous sur un pied d'égalité et non plus défavorisés quand leurs parents n'ont pas la chance d'avoir des relations pour trouver des stages. Pour rendre la fiscalité plus juste, je veux baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches, pas seulement la première et la seconde, les 3 premières, pour que les classes moyennes aussi puissent retrouver un peu d'oxygène, alors que ce sont sur elles qu'ont pesé la plus grande partie de l'aggravation de la fiscalité dans les 10 dernières années. Nous allons réduire la taxe d'habitation pour les Français les plus modestes. Mais nous, on n'est pas comme Macron. On ne promet pas de supprimer la taxe d'habitation de la main droite
pour augmenter la CSG d'1,7 point de la main gauche et taxer les assurances-vie de la main gauche. Tous ces engagements, mes chers amis, sont des mesures de justice sociale. Et moi, je m'engage solennellement devant vous à tout mettre en œuvre pour préserver notre modèle social, fondé sur la solidarité. Ce modèle social, il repose en grande partie sur un système désormais vieux de 70 ans que vous connaissez tous. C'est bien entendu la sécurité sociale et avec elle l'assurance maladie qui nous protège lorsque la santé nous fait défaut. Pour le bien-être de tous les Français, nous devons consolider et pérenniser le financement public de l'assurance maladie. Et moi, je n'accepterai jamais que celle-ci soit déléguée à des puissances d'argent privé, comme le propose François Fillon. Ça n'est pas admissible. Je n'accepte pas non plus qu'à l'heure où la France compte 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, nous devrions augmenter les cotisations. 6 millions, 7 millions de chômeurs. Parce que les chômeurs, on les planque, on les met en stage, on les met en pré-retraite. Voilà, 7 millions de gens qui en réalité voudraient travailler à plein temps et n'y arrivent pas. C'est ça la réalité de notre pays. Et vous croyez qu'il faut qu'on augmente les cotisations encore ? Et faire peser sur les Français les défaillances des politiques qui ont été menées depuis des décennies? Eh bien moi je m'y engage, il n'y aura pas d'augmentation avec moi, ni de la TVA, ni de la CSG. On arrête cet écrasement, cet étouffement fiscal. Les Français n'en peuvent plus de cela. Je laisse la casse sociale à M. Fillon et à M. Macron, qui recevront d'ailleurs sans doute la récompense, la petite médaille de leur patronne Angela Merkel, parce qu'ils auront appliqué à la lettre la politique d'austérité dont elle parle en toutes circonstances, cette cure d'austérité qui est une mort sur ordonnance, des remboursements de médicaments, fermeture de services hospitaliers, manque d'effectifs dans les établissements, casse du service public. On en subit les conséquences de plein fouet. Aujourd'hui, c'est un Français sur 4 qui renonce à se soigner par manque de moyens. Et ce sont 12 millions de personnes qui sont concernées par la désertification médicale. En Corse, vous en savez quelque chose. Et le quinquennat Hollande-Macron, le moins qu'on puisse dire, n'a fait qu'aggraver la situation. Alors des actions concrètes doivent être menées au plus vite pour permettre à tous les Français de bénéficier des soins dont ils ont besoin. Il suffit d'un peu de lucidité, il suffit d'un peu de bon sens, il suffit aussi d'un peu de courage. Je le disais, il y a un Français sur 4 qui renonce à se soigner car il n'en a plus les moyens. Les restes à charge, honnêtement, augmentent année après année, tout comme, paradoxalement, d'ailleurs, les cotisations aux complémentaires santé qui, elles, diminuent leurs prestations de manière continue, en s'en mettant plein les poches, manifestement. Donc il faut les encadrer, voilà, c'est simple, en leur imposant une règle d'or sur leurs frais de gestion et en leur interdisant de faire du marketing et de la publicité. L'argent des cotisations santé doit servir à la santé, voilà, et pas à des intérêts marchands. C'est aussi cela que l'État doit leur indiquer de la manière la plus claire. Il faut faire baisser le prix des complémentaires pour nos aînés. Parce que dites-moi, dès que vous passez l'âge de la retraite, les cotisations explosent. Mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est quoi le concept? C'est qu'ils prennent donc aucun risque. Ils ne prennent plus aucun risque. Les banques ne prennent plus aucun risque. Elles ne prêtent qu'aux riches. Les assurances ne prennent plus aucun risque. Elles n'assurent que les gens en parfaite santé. Non mais c'est quoi? C'est pas ça. C'est trop facile dans ces conditions. Alors, il y a beaucoup de solutions pour améliorer la prise en charge des Français. Mais la prise en charge des Français, parce que, avec moi, je l'assume, la priorité sera donnée aux Français. Nous supprimerons notamment l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Qui voient quand même des clandestins être intégralement pris en charge, quand des Français qui cotisent, eux ne le sont pas. Mais l'injustice, elle est fondamentale, objectivement. Et nous instaurerons un délai de carence de 2 ans pour les étrangers en situation régulière avant de pouvoir bénéficier des prestations sociales. Parce que, là encore, je serai absolument la seule à le dire dans cette élection présidentielle.
Mais notre système de protection sociale se noie sous le poids d'une immigration considérable. Les dirigeants qui se sont succédés ces 2 derniers quinquennats ont laissé se développer dans toute la France une immigration qu'ils n'ont pas contrôlée, qu'ils n'ont pas voulu et ne veulent toujours pas contrôler. Cette immigration massive, dans un pays qui n'a plus les moyens d'accueillir dignement des dizaines de milliers de nouveaux venus chaque année, qui déstabilise des pans entiers de notre territoire, qui pèse sur nos comptes sociaux et qui entraîne le développement d'un communautarisme incompatible avec notre mode de vie et nos valeurs de civilisation. Ici en Corse, l'immigration est peut-être plus importante encore qu'ailleurs. Et certains quartiers sont devenus des ghettos. Je vous le dis solennellement, à vous en Corse et à tous les Français qui nous écoutent, il y a urgence. Il y a urgence à changer fondamentalement la politique migratoire. La France doit avoir une vision de long terme de ce qu'elle veut pour son avenir. Il lui est impossible de continuer à accueillir 200 000 étrangers par an légaux, alors que le chômage est au plus haut, que la crise du logement est à son comble et que la pauvreté ne cesse de progresser dans notre société. Je suis la seule, mes amis, à avoir la volonté nécessaire pour mener ce changement. M. Fillon, lui, il est encore en train de rêver. Il propose d'inscrire le principe des quotas d'autorisation d'entrée par pays dans la Constitution. Non mais, sérieusement. Là encore, il sait que c'est une fausse promesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été Premier ministre. Il ne peut pas ignorer que les règles européennes ne lui permettraient pas de prendre de telles mesures. Or, il n'a pas l'intention d'aller à l'encontre de ces règles européennes. Moi, tout ce que je leur demande, c'est de la cohérence. Ce que je leur demande, c'est d'être loyaux avec les Français, de leur dire la vérité. Ils ne peuvent pas dire en même temps on ne veut rien changer, on reste dans l'Union européenne et en même temps on va régler le problème de l'immigration, on va faire du patriotisme économique, on va faire du Made in France, etc., etc. Tout ça, ce sont des mensonges. D'ailleurs, honnêtement, ils sont tous allés féliciter Mme Merkel. Hein. Bravo Mme Merkel, extraordinaire, 1,5 million. 1,5 million de migrants accueillis en Allemagne. Enfin, en Allemagne, on ne sait pas d'ailleurs. Elle en a perdu 500 000 dans la nature. Et comme il n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'Union européenne, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que M. Fillon a supprimé une seule des mesures, une seule des mesures qui attire inexorablement chez nous des dizaines de milliers de gens, attirés par la santé gratuite, l'école gratuite, le logement d'urgence, les aides sociales, etc. Est-ce qu'il en a supprimé une? Pas une. Pas une. Quant à l'immigration légale, il a été champion. Hein. Mieux que Jospin. Il a fait plus d'immigration légale que Jospin. Il faut quand même le faire. Bon. Alors, M. Macron, lui, il est allé carrément en visite en Algérie, annoncer l'ouverture d'une autoroute de l'immigration entre la France et le Maghreb. Bon, il ne dit pas ça véritablement comme ça. Hein. Il appelle ça la mobilité des jeunes. On sait dans quel sens va se faire la mobilité quand même. D'ailleurs, lui qui regarde d'abord l'origine des gens, hein, comme il l'a hurlé à Marseille, est le moins qualifié pour lutter contre le communautarisme. Il a d'ailleurs déclaré jeudi sur France 2 qu'il était opposé à l'assimilation républicaine. Bon. Il considère aussi qu'il suffit de parler français pour pouvoir être naturalisé. Si vous voulez être français, il suffit de parler français. Ça va quand même faire du monde. Hein. Le problème, c'est que c'est tout le contraire de ce que souhaitent les Français. Encore faut-il que les Français sachent que c'est ce qu'ils veulent, quand même. Bon. Cet homme, il ne comprend pas la France. Il nie son identité. Il l'accuse de crimes contre l'humanité. Il ne respecte pas les valeurs de la République. Il ne reconnaît pas la culture française. Bon, bref, il n'est donc pas digne d'en devenir le président. Ça paraît être une évidence. Ici en Corse,
Les effets négatifs d'une immigration trop importante pour permettre l'assimilation républicaine se sont déjà fait sentir. Si rien n'est fait, les cités du Jardin de l'Empereur, dont on a parlé il y a quelques mois sur toutes les chaînes nationales, les cités des Cannes ou des Salines, deviendront des ghettos dans lesquels une autre loi que celle de la République s'appliquera. On a vu récemment les signes précurseurs de cette situation. Et cela, personne ne peut l'accepter. C'est le devoir de tout responsable politique de mettre un terme à cette dérive. Moi, élu, je vous garantis qu'il n'y aura pas en France, ni ici à Ajaccio, ni en Corse, ni ailleurs, de zone de non-droit. Ce sera terminé. Nous rétablirons l'état de droit. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela veut dire que nous veillerons à une application stricte de la loi sur tout le territoire national, sans exception. Personne ne souhaite revoir ces scènes où des habitants à Cisco ou à Ajaccio se sont mobilisés contre des voyous. C'est à l'État d'assumer son rôle. C'est à l'État de faire régner l'ordre et la paix partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sur toutes les plages. C'est la première mission d'un État, sa principale raison d'être. Aujourd'hui affaibli par l'Union européenne et une politique migratoire ingérable, il n'est plus en mesure de jouer son rôle. Eh bien moi, je lui rendrai les moyens d'agir. Je rétablirai la sécurité, j'embaucherai 15 000 policiers et gendarmes, alors que M. Fillon en a tant supprimé. Les caïds de cité qui empoisonnent la vie des gens et qui veulent imposer leurs lois, ils seront mis hors d'état de nuire. Les 5 000 chefs de bande délinquantes et criminels, identifiés par le ministère de l'Intérieur, ils seront particulièrement ciblés. Et afin d'empêcher la reconstitution de ces bandes, eh bien, je mettrai en place le complément de la peine pénale qui s'appelle l'injonction civile d'éloignement. Ils seront condamnés, ils feront leur peine de prison et ils ne reviendront pas pendant aussi longtemps qu'il est nécessaire dans la ville où ils ont commis les délits et les crimes. Ou même dans le département d'ailleurs. Nous allons rétablir les peines planchées. Nous allons supprimer les remises de peine automatiques. Et les criminels étrangers seront expulsés, soit à l'issue de leur peine. Là encore, vous pouvez dire merci à M. Fillon, hein, la suppression de la double peine, c'était lui aussi. Oui, non mais, quand on regarde le bilan, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très loin d'être glorieux et que c'est effectivement très lourd. Alors, soit ils seront expulsés à l'issue de leur peine, soit, dans le cadre d'accords bilatéraux que j'irai négocier, eh bien, ils iront effectuer leur peine dans leur pays. Voilà qui libérera un nombre non négligeable de places de prison. Ça tombe bien, on en manque. Et puis, il faut réduire l'immigration illégale en décourageant les candidats au voyage. Elle est là, la seule solution. Les demandes d'asile. L'asile qui a été totalement dévoyé, il faut quand même se le dire. Bon. Eh bien, ces demandes d'asile devront être faites auprès des ambassades, de nos ambassades et de nos consulats dans le pays d'origine, ou dans les pays limitrophes, ou dans n'importe quel pays du monde. Ça ne nous pose pas de problème, mais aucune personne entrée illégalement sur le territoire français ne pourra obtenir de la France le droit d'y rester. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne supportons plus la politique du fait accompli. Nous en avons marre de la politique du fait accompli. J'arrive, je n'ai pas le droit d'être là, je reste, je fais une vague demande, on me la refuse, je reste quand même, et on dit « Ah bah c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, vous comprenez, on ne peut pas faire autrement ». Eh bien, nous allons faire autrement. Nous allons faire autrement parce que nous allons faire respecter la loi. Et qu'encore une fois, on ne vient en France que si on y est invité ou si on y est autorisé. Et c'est la même chose pour y rester. Si on est invité à y rester ou autorisé à y rester. Ça veut dire que les clandestins ne pourront en aucune manière voir leur situation régularisée. Je supprimerai de la loi la possibilité de la régularisation des clandestins. Voilà. Je suis désolé, mais au-delà des grands discours que j'entends de la part de la droite et de la gauche, en fait, pour lutter contre le communautarisme et l'islamisme, il n'y a pas d'autre méthode que d'adopter une politique ferme et sans faille
C'est pour ça que je veux renforcer la laïcité et que je l'appliquerai dans tout l'espace public, y compris vos belles plages qui doivent rester accueillantes, libres et sûres. Parce que M. Macron, qui n'aime pas beaucoup qu'on le mette face à ses propres propositions, hein. Vous avez vu, tout de suite il s'énerve, il a l'air, il s'excite. Quand je lui ai dit au débat, mais M. Macron, vous êtes pour autoriser le burkini sur les plages, il m'a dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit c'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce qu'il met? Il met qu'il est pour imposer la liberté religieuse partout, y compris sur les plages. Je pense que c'était pas un hasard s'il a mis ça dans son projet, y compris sur les plages, sauf si c'est contraire à l'ordre public. Non, mais sauf qu'il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à part à Cisco, où effectivement cette argumentation de l'ordre public a fonctionné pour une raison simple, c'est qu'il y avait eu une bagarre et une bagarre grave. Mais tous les autres maires, eh bien, se sont vus interdire leurs arrêtés anti-Burkini. Et cette argumentation de l'ordre public n'a pas été précisément retenue par le tribunal. Ça veut donc dire que le burkini sera partout avec M. Macron, sauf s'il y a des bagarres. Ben, si c'est ça sa politique, c'est pas la mienne. Eh bien moi, le burkini sera interdit partout parce que c'est un signe ostentatoire religieux. Et puis je réviserai le code de la nationalité, je supprimerai le droit du sol. Parce que le droit du sol, c'est une pompe aspirante de l'immigration. Là encore, hein, que de belles promesses on a entendues au début de la campagne de la part de M. Fillon. Il avait dit qu'il supprimerait le droit du sol, puis pour finir, il a cédé à l'UDI. Non mais cédé à l'UDI. Et donc il a supprimé de son projet l'interdiction de la suppression du droit du sol. Bah dis donc, s'il cède devant l'UDI, j'espère qu'il ne sera pas élu, parce que qu'est-ce qu'il va faire devant Trump ou devant Poutine, hein? L'UDI, quoi, quand même. La garde. Il sera donc supprimé. Et la naturalisation se fera sur des critères exigeants, dans le respect d'ailleurs du principe d'assimilation. Seuls ceux qui veulent devenir français et le méritent doivent pouvoir recevoir la nationalité. C'est simple, c'est clair, c'est généreux, c'est juste. Et c'est la condition indispensable pour retrouver une société française unie et des citoyens français impliqués avec sincérité dans la vie de leur pays. L'immigration légale sera considérablement limitée. Bien sûr, il y aura toujours des étudiants étrangers, mais ils rentreront dans leur pays après la fin de leurs études pour faire profiter de leurs talents et des savoirs que nous leur aurons transmis avec un grand plaisir le développement de leur pays d'origine. Bien sûr, il y aura toujours des travailleurs étrangers, mais nous limiterons leur droit à s'installer durablement sur le sol français. Et le solde migratoire sera fixé à 10 000. Voilà, le solde sera fixé à 10 000, alors qu'aujourd'hui il ne doit pas être loin de 100 000. Il faut mettre fin à l'immigration massive et rappeler à tous que la première chose à faire quand on veut vivre dans un pays, c'est de respecter le peuple à qui ce pays appartient. Et se soumettre à ses lois, à ses codes, à ses mœurs, à son mode de vie. Il faut respecter ses valeurs. À Rome, fait comme les Romains, il est temps de rappeler cette règle fondamentale. Tout nous montre que c'est indispensable. Mais je serai la seule à le faire. Protéger la France contre l'immigration de masse, contre le fondamentalisme islamiste, le communautarisme, contre le fléau du terrorisme, c'est la première de vos priorités, eh bien ce sera la mienne. Vous l'avez compris, mes amis. Le projet que je porte, il offre à tous un avenir d'espoir dans la paix et la concorde. La nation est un acte d'amour. C'est le sentiment d'appartenance à une communauté d'histoire et de destin. Et je veux rendre à la France son unité,
qui en a fait dans l'histoire un exemple, une référence, un modèle pour tous les peuples. Je veux retisser ces liens d'affection invisibles, ces liens de solidarité, ces liens de fraternité qui nous relient les uns aux autres. Notre réponse au défi de la mondialisation qui nie les identités n'est pas seulement institutionnelle, elle est morale et philosophique. Nous voulons tourner le dos à la vision matérialiste que nous proposent les mondialistes, à l'individualisme, au communautarisme. Notre projet, vous l'avez compris, se fonde sur des valeurs millénaires qui nous ont construits et nous guident encore aujourd'hui. La position que je défends n'est pas une position de repli qui serait celle d'une France frileuse, autocentrée et isolée. Tout au contraire. Nous pensons que la vocation naturelle de la France est d'être elle-même, grande pour elle, mais aussi pour les autres. Le monde attend la France, le monde attend le retour de la France. Le monde a besoin d'une France qui soit la voix des peuples sans voix, une voix qui émancipe, qui libère, qui protège. Le projet que je vous propose n'est pas l'enfermement dont on accuse idiotement les patriotes, mais un grand projet d'ambition mondiale. Un projet qui libérera les saines et vivantes énergies contenues dans chacun d'entre nous, un projet dont vous serez fiers. Je veux rendre à la France sa puissance, c'est-à-dire la remettre dans l'histoire, lui faire retrouver sa place dans le concert des grandes nations du monde. Ce grand dessein est à la hauteur de notre passé, à la hauteur de notre capacité et de vos aspirations. Il est un projet exaltant auquel fils et filles de Corse et donc fils et filles de France, je vous convie. L'histoire reste à écrire. Nous l'écrirons ensemble, dans l'unité, dans la fraternité et dans l'enthousiasme. Vive la Corse, vive la République, vive la France. Le temps fait son grand déballage avec Demax, déménagement premium pour les entreprises et particuliers.